Bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est le 5e cours du double zodiaque, revu et corrigé par Jean-Paul Michon et on a Cynthia Maltais, sa collaboratrice qui est là avec lui. Alors bonjour, ça va bien? Allô? Bonjour. Alors, on avait les 4 premiers cours, j'ai enlevé les cours, en tout cas, il y a un 5e qui était plus là, où on voulait ajouter, faire un ajout. Alors, vous allez avoir ces 5 cours gratuits pour parler du double zodiaque, pour travailler avec le double zodiaque. Écoutez notre introduction pour en savoir un petit peu plus. Et puis, vous avez le livre qui va avec, donc le nouveau livre de Jean-Paul en collaboration avec Cynthia, L'astrologie de demain, les 66 puces de l'astrologie karmique. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour commencer? Ben, il faut dire que ce nouveau livre est en vente maintenant sur Amazon, mais on aura d'autres occasions d'en parler, y Parfait. compris la version anglaise. Super. Alors, est-ce qu'on débute avec le PowerPoint? Oui. D'accord. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc, ce 5e cours, revu et corrigé, je l'ai un petit peu adapté avec la sortie de ce livre, de ce 3e livre. Et donc, il est quand même dans la continuité des 4 premiers cours, mais je mets beaucoup plus l'accent sur ce que j'appelle le protocole d'analyse des cartes du ciel avec les 66 puces, parce que même si on est capable d'aller lire les puces et tout ça, euh, les gens sont intéressés de savoir comment on voit ça d'une façon globale dans la carte du ciel. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter grosso modo à nouveau les puces, pour ceux qui n'auraient bien pas tout compris dans les 4e cours, par exemple. Et puis après ça, on va partir avec ce que j'appelle des exemples de vraies cartes du ciel. Alors, cette diapositive, donc, c'est la diapositive où je représente les 66 interactions d'une carte du ciel. C'est-à-dire que chaque signe du zodiaque, chaque superposition du zodiaque est reliée à toutes les autres. Et donc, ça fait une espèce de maillage là, qui est très beau. Et ça représente les 66 interactions. On a l'impression qu'il y en a plus, parce qu'effectivement, il y en a 132, c'est-à-dire le double. Mais comme une interaction touche 2 superpositions, on est obligé de diviser par 2. Et donc, ce schéma, cette grille-là, eh bien, c'est un espèce de faisceau d'influence astrale qui agit dans nos vies à chaque seconde de notre existence. Hein? Alors, c'est vraiment intéressant de comprendre toute l'énergie et l'influence astrale qu'il y a derrière ça. Et donc là, je prends le cas de la superposition bélier-poisson sidéral pour montrer qu'à partir de la superposition bélier-poisson, on a 11 interactions qui partent en relation avec toutes les autres superpositions. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc 11 fois 12 superpositions, ça fait 132, divisé par 2, ça fait 66. Voilà. Et donc ce principe-là donc, a généré les puces. Et donc, chaque puce, c'est donc l'interaction entre 4 planètes, on va le voir après. Et donc, les systèmes de puces de couleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit à gauche ici. Voilà. Voilà. Donc, dans cette nouvelle interaction, donc, on comprend qu'une puce est générée à partir d'une interaction dans laquelle, dans la superposition, on a 2 planètes. Bon, ici, par exemple, on a le bélier-poisson avec Mars et Neptune, pour montrer que c'est ces 2 planètes-là qui gouvernent la superposition. Et de l'autre côté, l'interaction est en relation avec la Vierge et le Lion sidéral. Et donc, c'est les 2 planètes Soleil et Mercure qui gèrent cette relation. Et donc, pour le tropical, on a Mars et Mercure pour le Bélier et la Vierge. Et là,
Cette relation peut prendre 6 combinaisons de couleurs en fonction des familles d'aspects, comme j'ai déjà expliqué dans les cours précédents. Et pour le sidéral, on a Neptune et le signe du lion, du soleil, qui peut prendre lui aussi 6 combinaisons de couleurs. Donc entre 6 combinaisons de couleurs au sidéral et 6 combinaisons de couleurs tropicales, ça nous fait 36 combinaisons de couleurs au total pour chaque interaction. Donc, on a a priori un système très complexe, mais en fait, c'est la première fois depuis le début de l'humanité qu'un astrologue a été capable de mettre à jour ce type d'influence-là, et c'est d'une puissance, d'une pertinence qu'on n'a jamais vue. C'est tellement précis, c'est tellement fin comme analyse que les gens, ils pensent que je fais de la voyance, mais pas du tout. C'est l'influence des astres, comment dirais-je, qui passe à travers l'être humain. Voilà. Donc, là, les puces sont visualisées en fonction des familles d'aspects, comme j'ai déjà expliqué dans les précédents cours. Donc, ici, pour le sidéral, on a la couleur, le rond extérieur qui correspond à la famille d'aspects de la roue sidérale. Et donc, quand c'est rouge, eh bien, on sait que c'est un aspect de talent. Et pour l'intérieur, donc, la couleur des familles d'aspects pour la roue tropicale. Et là, jaune, on sait que c'est la famille énergétique. Et donc, quand on passe avec l'écran de l'ordinateur, la souris sur la puce, le code s'affiche au niveau de la puce. Donc, ça permet ici, par exemple, 20-60, ça permet d'aller dans le livre pour l'interaction 20, etc. Ou la puce 60 et l'interaction 20, c'est l'inverse. Hein. Parce qu'il n'y a pas 60 combinaisons de couleurs, il y en a 36, donc c'est l'interaction 60 et la puce 20. Et donc, c'est très facile avec le livre et le tableau des puces d'aller les analyser toutes seules. Si on a le logiciel, on est capable d'avoir l'affichage du texte directement à l'écran, mais ça, il faut se procurer le logiciel et se mettre en relation avec nous pour avoir le code d'installation. Voilà. Alors là, j'ai un exemple d'interaction dans une carte du ciel, une personne connue en France. C'est Michel Onfray, qui est un philosophe qui est prolifique. Hein. Il sort un bouquin, je ne dis pas tous les jours, mais c'est énorme. Il a créé une école de philosophie du côté de Caen, je ne sais pas où en France, mais c'est un gars d'une très, très grande pertinence. Et dans sa carte du ciel, juste pour montrer un exemple, on a la puce 1963 qui est dans le livre écrit 1963, la personne est très réactive face à tous les agissements des lobbies dominateurs. Elle va chercher une façon de les contrer avec une philosophie spirituelle très mordante. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que Michel Onfray se dit athée. Mais ça, c'est une autre affaire. Les gens peuvent se dire athées, mais ils peuvent avoir une démarche spirituelle. Et donc là, on a bien l'exemple dans la carte de quelqu'un où j'ai laissé uniquement les 4 planètes. Pour le sidéral, on a le scorpion, c'est Pluton. Et le Verseau, on a Uranus. Et puis pour le tropical, on a Jupiter et Neptune. Et donc la relation entre ces deux planètes, c'est-à-dire Jupiter et Neptune, 18 degrés d'aspect, ça fait un aspect de talent. Et puis on a aussi 18 degrés d'aspect entre Uranus et Pluton. Et donc c'est pour ça que la puce reçoit 2 cercles rouges concentriques, et les puces qui ont 2 cercles concentriques sont les puces 19 dans le livre. Et donc, on a l'explication derrière. Donc, vous voyez, pour une carte de Michel Onfray, on ne sait pas lire une carte du ciel, mais d'un seul coup, uniquement cette puce-là vient nous donner beaucoup d'informations sur la personne. C'est là que ça devient un espèce de miracle, ces puces-là. Je peux te poser une question? Oui, comme d'habitude. Quand tu dis spirituel, si la personne n'est pas spirituelle, est-ce que ça veut dire autre chose quand tu dis spirituel? Ah non, mais alors ça c'est intéressant parce que tu poses toujours des bonnes questions, Suzy. C'est que la compassion, la sollicitude, c'est une forme de spiritualité. Et donc, quand un philosophe se dit athée, en fin de compte, il fait référence à la notion de Dieu qu'on lui a enseignée quand il était à la catéchèse.
et on lui a dit tu honoreras ton Dieu ou je sais pas quoi, Jésus, fils de Dieu, machin, etc. Et pour lui, cette spiritualité-là, qui est donc une religion, c'est des bêtises. Mais Ouais, ça n'empêche pas l'être humain, quand il se dit athée, de rejeter les religions, de mm, ne pas avoir une démarche spirituelle dans sa vie de tous les jours. exactement. Super. Merci pour Pour l'explication. Mais c'est intéressant parce que l'explication. qu'il y a des questions qui intéressent tout le monde, tu vois. Ben c'est surtout parce que moi, ça m'intéresse, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui est spirituel, genre qui vont à l'église, justement. La spiritualité, c'est pas juste l'église, puis Non. c'est interne. C'est une attitude, c'est la spiritualité, c'est une attitude qu'on a envers les gens. Mm. Et je donne un exemple souvent. Quand quelqu'un arrive chez vous, vous avez envie de le prendre dans les bras, de l'entourer, puis de lui donner beaucoup d'amour. Mm. Mais ça, c'est le premier exemple d'une démarche spirituelle. Mhm. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans les films, quand on regarde des films et qu'il y a des scènes justement où les gens sans liesse, comme on dit, hein, Sans lasse. s'enlacent les uns avec les autres, Mm. eh bien, ça vient nous chercher, puis on sent que toutes nos plumes spirituelles se mettent à vibrer là. C'est bon. Hein? Oui. Voilà. Alors, l'astrologie de demain, et l'astrologie est à un tournant idéologique en 2025. Celle-ci a toujours eu du mal à trouver sa place face aux religions qui n'aiment pas qu'on parle de spiritualité à leur place. C'est exactement ce qu'on vient de dire, ainsi Mm. que face aux scientifiques athées qui n'ont jamais été capables d'ouvrir leur cœur à autre chose que leur certitude. Hein. Alors l'astrologie karmique du double zodiaque influence les as sera mieux connue et quantifiée. L'astrologie de demain sera faite de ces pionniers qui ont valorisé cette nouvelle approche de l'influence des astres. C'est-à-dire que cette technique du double zodiaque, avec ce livre, L'astrologie de demain, c'est une révolution, comme on a eu la Révolution française en 1789. Il y a aujourd'hui une révolution dans le domaine de la prise de conscience de qui on est sur Terre Mhm. grâce à cette astrologie. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça arrive à un moment donné où le monde est au bord du gouffre, hein, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe avec les Donald Trump de ce monde et autres abrutis, il est temps que les gens fassent une prise de conscience spirituelle en découvrant qui ils sont sur Terre pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et non pas qu'est-ce qu'ils doivent suivre en termes d'idéologie. Mm. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que la meilleure façon de faire comprendre euh, l'astrologie du double zodiaque pour ce cinquième cours, c'est d'y aller avec des exemples, ou tout du moins avec un exemple. Et là, j'ai une dame qui m'a consulté récemment pour son petit-fils qui est né le 1er février. Et puis, j'ai trouvé que c'était un exemple pertinent pour parler de ce double zodiaque. Alors voilà, donc là maintenant, je vais faire un autre échange avec la carte du ciel. Je vais, comment dirais-je, ouvrir le logiciel AstroPC. Là, je me retrouve dans un cas classique d'analyse de carte du ciel. Hein. Et donc, on fait quoi avec une carte du ciel? Alors, c'est là que c'est intéressant d'avoir le logiciel quand même AstroPC, parce que avec le logiciel AstroPC, on est capable d'aller chercher ce fameux tableau que j'appelle le tableau TDM ou A point maison dans la carte du ciel. Et donc, ce tableau-là, il est intéressant parce qu'il nous apporte des informations qui sont pertinentes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une carte du ciel, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément important, c'est la lune noire. Hein. Et le deuxième élément important, c'est les nœuds lunaires. D'accord, pour ce qui est de l'analyse comme ça d'une carte du ciel. Donc, au niveau de la lune noire, on observe tout de suite la lune noire qui est ici, puis on voit qu'il y a un carré à Mars ici. Hein. Voilà. Bingo, on va le mettre là. Le carré à Mars, ça veut dire que quand on a la lune noire ici et que Mars se retrouve à 270 degrés dans le centre du zodiaque, à 90 degrés de la lune noire, eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle par exemple le point de réaction. Et
c'est un petit peu comme si la personne avait quelque chose pour lui botter le derrière toute sa vie. C'est-à-dire que dès qu'elle sera dans une situation de frustration, parce que ce point-là s'appelle le point de réaction, le 270 degrés de la lune noire, c'est le point de réaction. Dès qu'elle sera dans une situation de frustration, elle devra se botter le derrière pour aller de l'avant. Donc, cette lune noire nous explique qu'elle joue un rôle dans l'accélération karmique de la personne pour qu'elle bouge. Et on voit d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la lune noire qui est dans le signe de la Vierge, le point opposé, c'est Priyap, qui est ici, à 180 degrés de la lune noire. Et donc, la lune noire, ça crée un déséquilibre dans la carte entre le signe de la Vierge et le signe des Poissons. Le signe de la Vierge se trouve complètement effacé, alors que le signe du Poisson se trouve amplifié. Et donc là, on remarque que cette planète Priyap, ici, elle est dans le signe des Poissons. C'est pas une planète, c'est un point de la lune noire, le point opposé à la lune noire, se retrouve dans le signe des Poissons. Donc la compassion, la sensibilité spirituelle de la personne se retrouve amplifiée. Et en plus, on a la conjonction Neptune-Mercure, avec le Mercure qui gouverne la maison 12 et la maison 9. Donc, on va y revenir plus tard. Et on voit aussi au niveau des nœuds lunaires que Neptune et Mercure sont conjoints au nœud nord. Donc, c'est des choses importantes à regarder. Donc, une fois quand on commence à analyser une carte du ciel, il faut tout de suite repérer où est la lune noire, parce que c'est là qu'on va découvrir un peu le secteur dans lequel la personne va devoir s'impliquer d'une façon importante. Et puis les nœuds lunaires aussi, parce qu'ils nous disent un petit peu l'aspect un petit peu karmique, qu'est-ce que la personne est venue développer dans cette vie-là. Et donc, ici, on se retrouve avec un ascendant Scorpion, parce que si on regarde la carte sur le plan tropical, on voit qu'on a affaire à un ascendant Scorpion. Puis en sidéral, avec le sidéral, on se retrouve ascendant Balance. La coloration jaune de l'ascendant Balance Scorpion nous dit qu'on a affaire à une conjonction. Ici, la conjonction Pluton-Vénus, qui est en arrière du Soleil. Là, en arrière, c'est par ici, en avant, c'est par là. En arrière du Soleil, on voit qu'on a affaire à une personne qui est énormément, qui a une volonté énorme de s'en prendre, ce que je dirais, de protéger les personnes qui sont dans des situations difficiles. Souvent, on a affaire à des gens, soit dans des entreprises, soit dans un environnement humain, on a affaire à des gens qui sont abusés. Alors, si on prend un niveau global, on dira que tous les êtres humains sur Terre sont abusés quand ils sont soumis à un régime doctrinal, que ce soit le communisme, la politique, les systèmes politiques, n'importe quoi, les religions. Donc, on peut dire d'une façon globale que cette personne est venue sur Terre avec cet ascendant Balance Scorpion pour se mettre dans la peau de toutes les personnes qui souffrent en relation avec les abuseurs. Voilà. Merci Cynthia. Elle est mon assistante technique. Alors, c'est là que c'est intéressant parce que, vous voyez, quand on a les puces, justement, qui partent tout le tour de la carte, on voit tout de suite l'intérêt premier, c'est qu'on a ici une puce jaune et verte d'un bord et verte et jaune de l'autre. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Alors, du côté de la maison 12, on a affaire, si vous voulez, à la maison 12, c'est la maison, comme on dit, de la compassion, mais en même temps, avec la lune noire qui est là, la personne n'a pas trop de compassion en tant que telle. Elle est obsédée par des choses, puis grosso modo, c'est pas obligatoirement son truc. Mais l'aspect mission qui est là montre quand même qu'il y a quelque chose de pertinent. La personne se sent responsable de partager ce qu'elle observe dans son milieu humain. Elle souhaite que chaque être humain soit respecté. On retrouve le principe philosophique de l'ascendant qui est ici.
Et on le retrouve aussi ici au niveau de la maison 2. La personne est consciente des situations de soumission des gens face à des fortes personnalités. Elle est amenée à négocier avec des lobbies importants pour assurer la protection des gens. On voit, rien qu'avec ces deux puces-là, le profil psychologique de la personne. Et ce qui est intéressant au niveau de la maison 2, parce que la chose qu'il faut que j'explique, je suis là un petit peu pour expliquer le protocole d'analyse d'une carte du ciel, il faut savoir que de la maison 1 à la maison 4, 1, 2, 3, 4, on a dans la carte du ciel tous les éléments qui sont là pour comprendre la façon dont la personne interagit avec le monde en général. Et puis après, à partir des maisons 5, 6, 7 et 8, on a la façon dont la personne se découvre et comment elle interagit avec les autres et comment elle va se positionner par rapport aux autres. Et dans les maisons 9, 10, 11 et 12, on a un petit peu comment la personne va s'y prendre pour interagir avec le monde de tous les jours dans sa vie. Et donc, il faut savoir que poser un geste avec l'ascendant, c'est comme donner un petit coup sur un diapason. Un diapason, ça émet un son. Eh bien, en fin de compte, l'ascendant, chaque fois que l'être humain pose un geste, c'est comme s'il donnait un petit coup sur le diapason, et le son qui est émis, c'est tout ce qui se passe dans la carte du ciel. C'est vraiment très intéressant, et c'est là qu'on découvre, donc, pour quelqu'un qui est ascendant balance, avec la maison 2 en coloré en vert, Scorpion, Sagittaire, eh bien, on a affaire à quelqu'un. Au niveau de la maison 2, c'est la maison de la confiance en soi, revoir un peu le cours sur les maisons. Maison de la confiance en soi, et là, le vert Scorpion Sagittaire, c'est, comment dirais-je, un des aspects les plus puissants de la carte, qui est au service de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on a affaire à un enfant qui naît et qui sera extrêmement solide face à n'importe quel prédateur, n'importe quel lobby dans le monde. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait affaire à un enfant qui naissait avec une armure extrêmement forte pour affronter n'importe qui dans le monde, justement en relation avec sa mission de vie qui consiste à se battre pour protéger les gens qui sont abusés. C'est exactement ce que dit cette puce-là, la 57.3. La personne est consciente des situations de soumission des gens face à des fortes personnalités. Elle est amenée à négocier avec des lobbies importants pour assumer la protection des gens. Alors, tu vois la complémentarité entre les puces et tout ça, c'est complètement pertinent. Et donc, la maison 3, alors souvent, l'explication que je donne, c'est que la maison 1, c'est comme si on voulait enfoncer un marteau avec un clou. La maison 2, c'est on regarde, c'est la confiance en soi. Donc, on regarde... est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce que le clou est bien enfoncé? Est-ce qu'on l'a enfoncé droit ou de travers? Et là, on se rend compte avec la maison 2 qu'on la renverse que la personne est très solide. Elle sait enfoncer des clous. Et au niveau de la maison 3, eh bien, là, c'est la superposition Sagittaire-Capricorne qui est pas de couleur. Oui. Puis je veux juste spécifier parce que Jean-Paul est expert dans ce qu'il fait, puis il connaît les maisons, puis ça a l'air fluide, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la carte du ciel, comment est-ce qu'il a fait ça? En fait, dans le livre, là, il y a un chapitre sur les superpositions couleurs. Donc, la superposition balance scorpion, balance sidérale, ou Sagittaire, Scorpion en vert. C'est décrit dans le livre, dans le chapitre, je crois. Il faut savoir aussi que tous les détails de ces superpositions de couleurs ont été décrits dans mon deuxième livre. Qui s'appelle Les 5 couleurs d'astrologie karmique. Donc, c'est tout bien indiqué. Comme tout a déjà été développé. Comme là, ici, les puces sont sur l'écran, on peut les lire, mais sont toutes décrites. Le numéro, on est capable de toutes les retrouver dans le livre. Alors, là encore, on analyse une maison. La maison 3, dans l'astrologie traditionnelle, on appelle ça la maison des frères et sœurs. En fait, dans l'environnement humain de l'enfant, son environnement humain, c'est les frères et sœurs. En fait, c'est donc cet environnement immédiat. Et donc, le double zodiaque, c'est partir, le sidéral propose et le tropical dispose. Et là, on se rend compte que la façon dont se manifeste la maison 3, c'est de savoir si on a été un bon philosophe. Le signe du Sagittaire, c'est le signe de la philosophie, c'est le signe de la prise de conscience de notre intégration dans l'environnement. Et on s'aperçoit que la seule puce qui marche véritablement, c'est la puce
19, 20, 25. Je peux la lire? Oui. La personne recherche constamment comment convaincre les gens avec des nouvelles idées. Elle passe sa vie à proposer des améliorations sur les façons de faire. En fait, la façon dont ce gamin va se retrouver dans la vie, c'est qu'il va être conscient des aberrations, des situations préjudiciables pour beaucoup de personnes. Et donc, cette puce double mauve 19-25, qui est en relation avec le Mars et le Sagittaire, c'est-à-dire le Bélier et le Sagittaire, c'est quelqu'un, quand on mélange le Bélier et le Sagittaire ensemble, on a affaire à quelqu'un qui est en questionnement permanent. Et donc, le questionnement permanent de la personne, là, c'est en relation avec ce qu'il perçoit, la confiance en lui. Et la maison 3, c'est comment est-ce que je vais livrer la marchandise, comment je vais expliquer comment je me ressens, quelles sont mes réponses pour, comment dirais-je, partager des situations inadmissibles que j'observe. Donc, la maison 3, ici, dans son plein essor, mais ça, c'est l'enfant quand il est tout petit. Et donc, au niveau de la maison 4, ici, la maison 4, c'est les racines familiales, hein, c'est la relation avec papa et maman, etc. C'est ce que j'appellerais la culture familiale en général. Hein. Et donc, cette culture familiale, l'environnement familial, c'est l'environnement dans lequel l'enfant va se replier, comme le signe du cancer, le crabe qui se replie dans son trou, et va se replier chez papa et maman, parce que la non-coloration du Sagittaire Capricorne fait en sorte qu'on a des grandes idées, ça bouille dans notre tête, mais on n'a pas obligatoirement les pieds sur terre pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va se replier chez papa et maman, et dans laquelle le parent du même sexe, ici, est quelqu'un de très doux, et en même temps quelqu'un de très ferme et quelqu'un de très solide. C'est-à-dire que ce qui va ressortir pour l'enfant dans son vécu, c'est la rigidité un petit peu parentale qui fait que l'enfant va subir des règles. Alors il va venir se réfugier chez papa et maman, et puis les parents vont lui dire bah, tu sors pas, c'est trop dangereux, les gens que tu veux fréquenter sont malsains, etc. Donc il va faire une espèce de cage pour empêcher la personne d'expérimenter la vie. D'accord? Alors là, effectivement, les puces nous apportent des informations supplémentaires. Ici, on a la puce 6210. La personne a bien du mal à s'imposer pour faire valoir ses projets et rejette tout ce qui est autorité et contrainte. Elle réagit mal à chaque fois que le respect et la bienveillance sont remis en cause. Voilà. Et puis ici, au niveau de la puce qui est en relation avec la maison 10, c'est vraiment intéressant parce qu'on observe ici quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en astrologie karmique, c'est Saturne qui gouverne la maison 10, et en astrologie karmique, c'est la Lune qui gouverne le signe du cancer de la maison 4. Et là, on découvre que la Lune et Saturne sont conjoints en Verseau. Donc, c'est comme si la rigidité qu'il vit en relation avec l'environnement familial devait apprendre à desserrer les dents, ici, au niveau de la maison 5. Et donc, la puce, ici, la personne est consciente de l'importance du respect dans la relation humaine. Elle essaie de changer les traditions afin que chacun puisse être considéré à sa juste valeur. Vous voyez, on voit encore la mission de la personne qui passe à travers ça, où on voit que même dans l'environnement familial, cette puce-là touche l'environnement familial. C'est comme si les parents étaient conscients de la situation, mais ils ne savent pas trop comment changer les choses, grosso modo. Et donc l'enfant, ici, au niveau de la maison 5, on rentre donc dans la deuxième partie de la carte du ciel. La première partie, c'est 1, 2, 3, 4. La deuxième partie, c'est 5, 6, 7, 8. Et donc, la maison 5, c'est la maison où l'enfant va se rebeller contre l'environnement familial en disant « vous êtes trop rigide, votre Capricorne m'emmerde ». Excusez-moi d'avoir des mots comme ça, mais c'est un peu ce qu'il veut dire. Parce que souvent, on découvre des conflits entre l'enfant et les parents, mais ils sont liés justement entre la maison 4 et la maison 5. Et donc, le signe du Verseau sidéral
qu'on a ici au niveau de la maison 5, c'est l'enfant, il ne veut plus de contraintes. Il veut plus de contraintes et il veut, comment dirais-je, s'ouvrir à un monde idéal où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Et donc on voit ici, avec la puce 21.3, la personne est consciente de l'importance de la fraternité. Elle sert d'émissaire auprès des différentes communautés afin de tenter de trouver des rapprochements. On retrouve toute la même philosophie qu'il y a dans cette carte du ciel dès le départ. Mais là, la problématique qui se pose, si vous voulez, c'est que la superposition Verseau-Poisson, c'est de passer de ce que j'appelle de l'esprit de groupe à un espèce d'amour universel. Et donc là, on a affaire donc la personne doit apprendre à se découvrir. Et donc, une fois qu'elle s'est découverte, elle doit essayer d'imaginer qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie. Et là, c'est complètement intéressant parce qu'ici, on a affaire à la maison 6 où la personne avec la planète Priap, avec la position de Neptune qui est au début double poisson et Mercure qui est le maître de la 12 et de la 9, on a affaire à quelqu'un qui est conscient qu'il faut aller vers plus d'amour universel, plus de fraternité, plus d'amour inconditionnel, etc. Et donc c'est une personne qui risque dans sa vie de se retrouver à travailler comme médecin, guérisseur et je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et donc, on sent effectivement, avec toutes ces puces qui ne sont pas trop colorées, là, que la personne ressent l'ambiance sociale partout où elle se trouve, elle reste impuissante pour venir en aide aux personnes abusées. C'est-à-dire que le fait que quand on a affaire à des puces qui n'ont pas les deux couleurs, c'est comme si la carte n'était pas fécondée. C'est comme si on n'arrive pas, on ne sait pas quoi faire dans la vie, etc. Malgré cette immense conscience, il faut savoir que cette maison 6, en poisson sidéral avec Priap, Mercure et Neptune conjoint, on a affaire à une personne qui sera extrêmement inspirée au niveau spirituel et qui pourrait faire ce que j'appelle de l'écriture automatique, c'est-à-dire avoir une guidance spirituelle pour l'écriture. Puis, juste un petit conseil pour ça, en fonction des puces qui sont vides ou les puces bleues, j'avais eu un commentaire de quelqu'un qui avait lu ses puces de la carte, qui a commencé par les nuls et les bleus et qui était découragé un peu. Donc, juste commencer par les puces pleines et colorées comme le jaune, le vert, le rouge, le mauve. Voilà. Donc, c'est plus constructif. Et donc, en fait, la maison 6, donc on part de la maison 5, 1, 2, 3, 4. Et donc la maison 1, c'est découvrir qui on est, qui je suis. La maison 6, c'est qu'est-ce que je vais faire du qui je suis. C'est pour ça que je l'appelle le savoir-faire dans les mots-clés. Et la maison 7, c'est avec qui je vais pouvoir me réaliser. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la problématique de la superposition poisson-bélier, c'est une problématique de poser des gestes. C'est-à-dire que le poisson, je suis conscient de la souffrance des gens, mais à un moment donné, le bélier, il dit, bolle-toi le cul pour bouger, pour faire des choses. C'est bien gentil d'être conscient puis d'avoir l'amour universel pour le monde, mais à un moment donné, il faut passer, faut passer aux actes, c'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'au niveau de la maison 7, on retrouve le bélier sidéral, avec Uranus d'ailleurs qui est là, et on retrouve notre bélier dont on a parlé au début, qui est au carré de la lune noire, sur le point, ce qu'on appelle le point de réaction. Et donc, en fait, le jeune enfant, aujourd'hui, il n'est pas en âge de se trouver un conjoint, il a même pas un mois encore. Hein, il faut... Calme-toi un petit peu, le gamin. Mais on sait qui. Voilà. On sait avec qui matcher. Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant va se retrouver en permanence dans des situations de colère et de crise en relation avec le manque de compassion, le manque d'action, le manque d'intervention du monde. Et donc, c'est pour ça que cet enfant, au niveau de la maison 6, là, quand on a la maison 7, pardon, en bélier avec Uranus, il aura besoin d'apprendre tous les sports de combat parce qu'il y a de la bagarre dans l'air.
Donc, Ouais. pour la maison 7, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr les cartes du ciel, on va chercher un conjoint avec les 2 puces pleines. OK? Alors attends, oui, ça t'as raison Ouais. d'affirmer ça, mais souvent, moi j'en ai fait quand même pas mal Oui, de oui. consultations avec les couples, les gens ils sont un petit peu timides et ils vont s'essayer avec toutes les puces qui n'ont pas de couleur, hein. Puis ils vont dire, moi je me casse toujours la gueule dans mes relations, ça marche Mm. jamais loin. Et moi je me permets de décrire la personne en fonction des puces de couleur. Je dis, la personne que vous devez aller chercher dans votre vie répond à cette puce. Donc, la personne que cet enfant devra trouver, c'est la personne est consciente de l'importance de la fraternité. Elle sert d'émissaire auprès des différentes communautés afin de trouver des rapprochements. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va être un espèce de leader charismatique, style Jeanne d'Arc, pour aller changer le monde et persuader toutes les communautés de faire en sorte de trouver des lois qui permettront à l'humanité d'évoluer. Voilà. Donc, si la personne elle veut avoir quelqu'un qui fit, hein, qui va bien avec elle, c'est dans la maison 7 qu'on regarde ça? C'est Exactement. dans la maison 7 de la carte du conjoint potentiel? Oui, c'est ce qui est intéressant. Puis là, encore, Suzy, tu soulèves des bonnes questions. C'est que la maison 1 en balance, c'est d'être toujours diplomate, toujours chercher des arrangements, et puis quelque part de fermer sa gueule, d'être toujours un petit peu dans une situation de soumission, hein, même si au niveau de la maison 2, on se sent fort, prêt à affronter n'importe qui. Mais au niveau de la maison 7, l'axe maison 1, maison 7, souvent je dis c'est l'axe moi et le monde, mais c'est l'axe en même temps jour et l'axe nuit, ou l'axe travail et loisirs. Et au niveau de la maison 7, on va chercher des loisirs qui sont en relation avec l'activité, et l'activité, comment dirais-je, physique intense. Et donc là, on peut aller revoir effectivement dans notre tableau ici la planète Mars. Bref, la balance qui se fait bouffer un peu la laine sur le dos, elle a besoin de se défouler à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut Et dire. donc, on voit ici dans la carte qu'on a Mars qui fait un trigone avec Saturne. Et donc là, le trigone Mars-Saturne, c'est un chef de guerre. D'accord, hein? Et donc, la personne en question va chercher donc un chef de guerre qui, Mars est en maison 9, c'est-à-dire quelqu'un qui est avant-gardiste au niveau des idées. Et donc, ta question, Suzy, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait effectivement avec cette maison 7. Et moi, je te le dis, l'expérience que j'ai, c'est que les expériences que les gens m'ont décrites dans leur relation de couple, c'était toutes les puces vides ou avec une seule ronde couleur. Et quand je leur ai décrit la puce avec les 2 couleurs, là, ils ont dit, mais c'est un rêve, je ne trouverai jamais cette personne. Et là, c'est là que j'analyse la maison 8. Hein? Mais attends, mais pour la preuve, excuse-moi, mais dans ma carte du ciel, la puce entre la maison 7 et je crois aussi celle-là en verso, c'est écrit Jean-Paul. C'est écrit Jean-Paul? Oui, bien, c'est pas écrit Jean-Paul dans la puce, mais ça me décrit moi. Ça décrit notre relation. OK? Puis vous avez remarqué, pour ceux qui sont habitués à l'astrologie traditionnelle, on ne parle pas du Verseau qui va bien avec tel autre signe, tel autre signe. Non, c'est ça. On ne parle pas de ces compatibilités. Non. Bien au-delà de tout ça. On est bien au-delà. OK, attends. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ça c'était... Disons que ça serait la carte à Cynthia, puis qu'elle a la puce jaune et vert, ça veut dire que le conjoint, il faudrait qu'il ait la puce jaune et vert comme ça? Ben non, il ne faut pas voir dans sa carte pas obligatoirement, mais qui ressemble à ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, si tu veux, c'est que la maison 5, c'est la créativité. Donc, ça peut être effectivement un architecte, ça peut être un créateur quelque part. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la maison 8 vient apporter un complément d'information extrêmement important. C'est que la problématique du bélier au niveau de la maison 7, donc qui décrit le couple, c'est l'instabilité. Parce que le bélier, il a un coup de tête, il se met en colère, puis il prend la tangente, il s'en va ailleurs, il déménage. Et donc, le conjoint qui va chercher est décrit par la maison 8, entre autres. C'est-à-dire qu'une des conditions
une des conditions que la personne ici devra respecter pour trouver l'homme idéal, c'est que la maison 8 fit avec la personne. Alors, c'est quoi cette maison 8 ici? Parce que la maison 8, c'est des rapports de force. Donc, la problématique du bélier ici, c'est d'aller vers le taureau, c'est-à-dire d'aller des coups de tête vers la stabilité du taureau. Et donc, la meilleure façon pour la personne de trouver la personne idéale, c'est de trouver quelqu'un qui est vers taureau et gémeaux, c'est-à-dire grosso modo un écrivain. Ok, je comprends. C'est-à-dire que, et Jupiter est là en plus. Jupiter, c'est l'abondance. Jupiter représente la philosophie, la maison 9, etc. Elle doit trouver un conjoint ou une conjointe qui réponde à quelqu'un qui a une espèce des idées extrêmement déterminées, extrêmement solides dans la vie, qui démontre que c'est pas quelqu'un qui a uniquement la tête en l'air. Okay. Donc, moi, souvent, quand je suis en consultation, je donne à la personne une phrase qui va être l'inverse de ce qu'elle doit chercher pour qu'elle la pose à la relation qu'elle va avoir rencontrée. Si vous passez une petite annonce pour rencontrer quelqu'un, la première phrase qu'il faut poser ou qu'il faut introduire dans une conversation, c'est celle que je donne, qui est l'inverse de ce que la personne doit trouver. C'est-à-dire que si la personne embarque dans le mensonge que je donne, eh bien, vous saurez que ce n'est pas la bonne personne. Oh, wow. Okay. Et donc, vous pouvez très bien dire il faut que j'aille aux toilettes, vous partez aux toilettes, puis vous partez, vous revenez. Hein? Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, on a affaire à un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui a une très grande connaissance. Et donc, ce qu'il faut dire à la personne qui vient, l'éventuel conjoint ou conjointe qui chercherait à vous cruiser, comme on dit au Québec, là, c'est « Ah, ben toi, t'aimes bien les personnes qui aiment bien la vie, hein, je veux dire, qui n'ont aucun souci, aucune préoccupation, tu veux vivre la vie au jour le jour, là, tu vois. » Et il suffit de dire ça à la personne, et si la personne, dans ce cas-là, dirait, par exemple, « Ah, c'est exactement ce que je veux », eh bien, vous saurez que la personne ne correspond pas du tout à vos besoins. Ouais, donc, la proposition inverse de ce qui est marqué dans la maison 8 permet de filtrer les gens d'une façon très significative. Voilà. Super, super. Merci. Et donc là, je termine les quatre maisons ici qui correspondent à mieux comprendre qui on est, mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et mieux comprendre avec qui on peut passer sa vie, grosso modo. Et de la maison 9 à la maison 12, les 4 maisons qui sont suivantes, c'est les maisons qui vont véritablement nous faire prendre conscience, c'est-à-dire que là, on est à l'âge adulte, hein, et puis on est capable de s'imposer et de dire voilà ce que je pense, voilà ce que je veux, et voilà les gens que je veux fréquenter, et que ceux qui m'aiment me suivent. D'accord? Et donc, au niveau de la maison 9, vous voyez, ici, la maison 9, c'est les valeurs. Et on a Mars qui est là, justement. Hein? Au niveau de la maison 9, on a affaire à qu'est-ce que la personne veut dans la vie, c'est quoi les valeurs qui la motivent, c'est quoi son champ d'expérience au niveau moral, philosophique et spirituel. Et là, c'est intéressant dans cette carte-là, parce qu'on a la conjonction Mercure-Neptune, et donc avec Mars qui est là en Gémeaux, et on découvre donc que c'est une personne qui cherche obligatoirement des gens où elle a un intérêt particulier pour les gens qui sont connectés au niveau spirituel et les écrivains qui ont une dimension spirituelle. L'exemple que je donne souvent dans ces cas-là, c'est Neil Donald Walsh, parce que Neil Donald Walsh, c'est quelqu'un qui était inspiré au niveau spirituel pour écrire. Et donc, ici, au niveau de la maison 9, on a quelqu'un qui va vouloir se battre pour ses idées et propager des idées très connectées au niveau spirituel. Et pour ceux qui se demandent c'est qui cet auteur, Neil Donald Walsh, il a écrit « Conversation avec Dieu ».
Oui, Peut-être que ça vous dit plus en quelque plusieurs chose. volumes, Ouais. et ces livres ont été traduits en 25 langues et ils sont vendus des millions d'exemplaires. En tout cas, on n'est pas là pour parler de Donald Watch, ni Donald Watch. Mais ceux que ça intéresse, ils pourront aller taper sur Google ni Donald Watch et ils découvriront plein d'informations sur lui. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la Maison Neuve, c'est que la Maison Neuve doit évoluer vers le sidéral propose, le tropical dispose. Et donc là, on voit que ça passe pas bien. Hein. Et donc, Ouais. en fait, qu'est-ce qui doit se passer? C'est qu'au niveau de la maison de 10, c'est-à-dire la façon dont la personne se présente en public et comment elle va livrer la marchandise de la maison neuve, c'est qu'elle doit, et c'est un peu le reproche qu'on me fait, hein, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas présenter l'aspect intellectuel de sa spiritualité, mais l'aspect émotionnel, c'est-à-dire aller chercher les gens droit au cœur. D'accord? Et donc ici, au niveau de la maison 10, ben, on retrouve le 44.5 qu'on avait en maison 4. La personne est consciente de l'importance du respect dans la relation humaine. Elle cherche à changer les traditions afin que chacun puisse être considéré à sa juste valeur. En fait, ce qui est intéressant, ici, au niveau de la maison 10, c'est que la façon dont on est connu, c'est notre aspect émotionnel au niveau de nos idées et notre façon d'interagir avec les gens sur le plan émotionnel. Hein. Et donc, on peut aller d'ailleurs à ce sujet-là et voir un petit peu plus la Lune ici. Et vous voyez, la Lune, elle a un aspect de recherche avec Vénus. Et puis c'est tout, Ouais. hein. Ouais, Puis tout. conjonction avec Saturne, donc ça, c'est pas très chaud. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que un aspect de recherche avec non, Vénus. avec Vénus, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. La Lune, Vénus, c'est ça. Alors là, il y a une petite parenthèse à faire qui est intéressante au niveau de Vénus, parce que dans l'astrologie traditionnelle, Vénus, c'est la planète de l'amour, machin, etc. Mais en fin de compte, une fois qu'on a fait des recherches, nous, sur l'inversion Mercure-Vénus, qu'avait proposé Maurice Nouvel, on a découvert, j'ai fini par découvrir la véritable nature de ces deux planètes. Et pour moi, Vénus, c'est pas la planète de l'amour, mais c'est la planète de l'intelligence supérieure, l'intelligence globale, l'intelligence qu'on ramène des vies antérieures. Et c'est pas étonnant de voir notre enfant qui est né ascendant Balance et avec Jupiter en Taureau. Ici, on sent que c'est une personne qui est en questionnement permanent. Et comme ça fait un aspect de recherche avec, avec la Vénus, Lune. avec la Lune, on sent que la personne est en questionnement permanent pour savoir quelle meilleure façon d'interagir avec les gens, parce que la voix du cœur prend beaucoup de place. Mais on sent que la personne est paralysée. On sent qu'on a affaire à quelqu'un qui était comme renfermé dans une vie antérieure, comme dans un moine ou quelque chose comme ça, qui avait beaucoup de difficultés à interagir avec les gens et très sensible au niveau émotionnel. Et donc, au niveau de la maison 11, et là, c'est intéressant parce que là encore, l'astrologie traditionnelle parle de la maison 11 comme la maison des amis, mais en fin de compte, ce n'est pas la maison des amis, c'est la maison de ce que j'appelle des alliances traditionnelles, des alliances stratégiques, pardon. Hein, parce qu'on doit passer du Cancer au Lion, et là, on n'y arrive pas facilement. Et au niveau de la maison 11, on est coloré en bleu. Puis l'affaire, c'est qu'on a un soleil ici qui est majeur. Le soleil, c'est la relation avec le parent du même sexe. Et donc, le parent en question, le soleil conjoint Vénus, il y a une grande douceur, très philosophe. On retrouve la triplicité Lion, Lion, Sagittaire, Bélier. Et donc, ici, le soleil, le parent du même sexe, c'est quelqu'un qui doit avoir une grande générosité, une grande bienveillance, machin, etc. Mais on voit ici qu'on a un blocage avec la conjonction Mercure-Neptune. C'est comme si le parent en question avait une sorte de fermeture à tout ce qui peut toucher l'aspect spirituel de la vie. Et puis, la problématique de cet enfant-là, c'est qu'au niveau de la maison 11, il sera comme déconnecté de son monde humain parce qu'il sera tellement connecté au niveau intellectuel et spirituel qu'il aura énormément de mal à trouver des gens
qui sont capables de comprendre sa réflexion, sa démarche, sa vision de la vie, etc. Et donc souvent avec cette superposition-là, je dis aux gens, c'est comme s'ils étaient Einstein dans sa cuisine, qui voulait essayer de convaincre la femme de ménage de l'importance de la relativité restreinte. La femme de ménage, ça lui passerait 1 kilomètre au-dessus de la tête. Et donc, on a affaire ici à quelqu'un de très élevé au niveau intellectuel, spirituel et au niveau de la notoriété en termes karmiques. Et donc, ça ne sera pas facile pour cet enfant de se faire des amis parce qu'il va être confronté, même dans toute sa jeunesse, à des jeunes où l'interaction se fera mal à cause justement de sa grande conscience spirituelle. Voilà. Là, il y a des puces ici qui vont le décrire aussi. Ouais. Alors, donc, la maison 11, c'est d'arriver à trouver des gens qui sont capables de nous suivre, de nous comprendre. Et puis là, on voit que c'est une maison de blocage. Donc, les enfants qui ont une maison 11 bloquée ont énormément de mal à interagir avec les autres. En plus, avec la Lune qui reçoit qu'un aspect de recherche avec Vénus, c'est pas facile pour cet enfant comment dirais-je, d'interagir avec les autres dans la vie. Et puis, il sera vraiment un cas à part. Et ce qu'il faut pour cet enfant, c'est de faire comprendre aux parents qu'ils ont un rôle à jouer pour accompagner cet enfant afin qu'il passe par toutes les périodes difficiles de l'enfance où on interagit avec n'importe qui dans un environnement scolaire où les enfants ne sont pas respectés, ils s'abusent, ils s'insultent, ils se maltraitent. Donc l'enfant a véritablement besoin d'être encadré et protégé dans cette situation-là. Même si l'enfant est capable de se défendre avec la superposition maison 2, Scorpion, Sagittaire, colorant vert. Et donc on en arrive à la fin de la carte du ciel où on a ici la maison 12. Et donc là, il y a une explication que je donne régulièrement à mes clients, c'est que le signe du lion, en relation avec le signe de la Vierge tropicale, le signe de la Vierge tropicale est décrit comme le signe de l'humilité, le signe du service, machin, etc. Et quand on fait du double zodiaque, on découvre que ça n'a rien à voir avec ça. En fait, la superposition lion-vierge, c'est l'avocat qui arrive au tribunal, donc c'est le lion avec sa parure, sa toge, machin, etc., qui rentre au tribunal, et le signe de la Vierge, c'est le dossier qu'il a sous le bras. Et donc le dossier qu'il a sous le bras, c'est ça qui va faire qu'il va gagner ou non un procès. Et donc ici, on retrouve le signe de la Vierge colorant vert en maison 12, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui doit livrer la marchandise en termes de documentation, parce que c'est le dossier sous le bras de l'avocat, sur la documentation de qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le monde sur Terre. Et donc, on retrouve ici la superposition verte de la maison 8, ce qui est intéressant parce que ici, on a l'inversion entre la maison 2 qui est en Scorpion et la maison 8 qui est en Taureau. Et donc, on se rend compte que le véritable pouvoir de la personne, ici, c'est ses connaissances, c'est son savoir qui vient des vies antérieures. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Taureau et colorant vert en relation avec le Gémeaux, c'est pour livrer la marchandise au niveau des connaissances. Et donc, au niveau de la maison 12, c'est d'être capable d'écrire avec toute la documentation nécessaire pour arriver à amener les preuves pour faire en sorte de protéger les enfants, les personnes qui sont les plus démunies dans le monde. Voilà. Donc, c'est un petit peu un résumé de la façon d'interpréter une carte du ciel. Alors, on va sortir de cette carte du ciel. Donc, cette diapositive qui termine un petit peu cette présentation du 5e livre, c'est pour expliquer une fois de plus que ce livre représente une quantité énorme de recherches. Ça fait... Je dirais que j'ai travaillé toute ma vie pour arriver à écrire ce livre et j'ai passé plus de 5 ans à l'écrire. Et quand je parle de la collaboration de Cynthia pour terminer ce livre, c'est qu'elle a été la personne
qui est venu me secourir dans un bateau qui était en train de couler, dans la mesure où j'avais développé une astrologie totalement d'avant-garde, mais j'avais aucun support. Les astrologues ne veulent rien savoir, etc. J'étais un petit peu comme le professeur Tournesol dans un nuage. Et Cynthia est venue, elle a suivi mon cours, je l'ai trouvée brillante, je l'ai comment dirais-je, intégrée dans toute la procédure pour terminer le livre. Tu me l'as dit, tu m'as même dit comme à quel point dans sa carte, tu voyais comment qu'elle était intelligente. Oui, c'est ça. Ah, mais écoute, j'ai pris ça en pleine gueule quand j'ai commencé à travailler avec elle, parce qu'elle était d'une telle pertinence que j'avais du mal à supporter quelqu'un qui soit plus intelligent que moi. Tu vois? J'ai osé beaucoup critiquer ce qu'il faisait. T'as-tu vu telle puce? Regarde comment c'est génial. Oui, non, je suis pas d'accord avec toi. En plaisantant, on disait, c'est qui le con qui a écrit ça? Mais c'est là qu'on était sur un véritable nuage et que notre interaction était extrêmement bénéfique. On est passé, il faut savoir, qu'il y a plus de 2000 puces dans cet ouvrage. Et chacune des puces est en relation avec une recherche de carte du ciel dans un fichier énorme. Et à chaque fois, on allait vérifier pour chaque puce, chacune des plus de 2000 puces, on allait vérifier dans les cartes du ciel si c'était pertinent ce qu'on trouvait, etc. C'est véritablement un travail énorme. Et elle venait me voir 2-3 fois par semaine. Pendant un an. Et donc, en fait, ce livre, et donc, ce qui est extraordinaire, ma rencontre avec Cynthia, c'est qu'on a tellement fité, on était tellement sur un nuage au niveau de la réécriture de ce livre, de la correction et tout ça, qu'on a fini par se mettre ensemble. Et ce qui est complètement dingue, c'est son ex, entre guillemets, c'était un gars qui était traducteur et correcteur de livres. D'accord. La vie n'est pas mêlée. Hein? Il n'y a pas de hasard. J'ai l'impression de suivre un scénario. Et puis, alors, tout le monde s'attendait à ce qu'on s'arrache les cheveux de la tête entre son ex et puis moi. Et puis, en fin de compte, ça a été une relation complètement idyllique où c'est formidable. Une belle collaboration. Une très belle collaboration. Et je pense que le bon Dieu m'a envoyé vraiment les personnes qu'il me fallait pour mettre le navire à l'eau, tu vois, et de pouvoir publier ce livre. Je vais juste mentionner... Le livre qui est là, comme je vous dis, pour ceux... Là, il a analysé une carte du ciel dans toute la splendeur de son professionnalisme, etc. Mais qu'il ne faut pas avoir peur. La personne qui est néophyte, là, je vous dis, c'est très simple, le livre. On va lire les superpositions couleurs, on va lire les numéros des puces, et on n'a pas besoin de tout faire, les maniements qu'il a fait. Chaque puce est tellement pertinente pour décrire la personne que c'est vraiment impressionnant. Et nous, on l'a déjà vendu à plusieurs personnes qu'on connaît, des astrologues, des amateurs, etc. Et tout le monde n'en revient pas de la pertinence. Jamais un livre d'astrologie n'a été aussi pertinent dans la description de la personnalité de chacun. Tout le long, parce que j'ai essayé de garder le silence le plus possible parce que je ne voulais pas te déconcentrer, Jean-Paul, mais tout le long de ton cours numéro 5 en ce moment, parce que ça fait... Là, on doit mentionner que c'est en 2022 là, qu'on s'est rencontrés pour faire les vidéos. Mais tout le long, je me suis aperçue à quel point ça va chercher des détails incroyables. J'ai un chat qui veut monter. Cet enfant-là, juste même pas un mois, là. Écoute, des détails, tu sais, que ce soit dans les relations, dans la mission de vie, par rapport aux parents, sa relation aux parents, le parent qui n'est pas trop spirituel. Tu vois, c'est... Puis moi, c'est ça, c'est tellement... C'est pour ça que c'est bon pour tout le monde d'apprendre ça. Oui. Puis l'exemple, lui, il est à la veille d'être grand-papa encore pour la 9e fois. Oui. Puis il a sorti, on a la date de la césarienne avec l'heure, et il a sorti une puce de cet enfant-là, va avoir, puis qui décrit la mère en même temps. Ah, mais il décrit la mère avec une précision totale. Ouais. Et donc, quand j'ai vu ça, parce que comme on connaît le lieu
et l'heure de la césarienne, on peut faire la carte du ciel. Et puis donc, en fait, cette puce-là, elle est là toute la journée. Donc, on n'est pas à 10 minutes près pour la naissance, là. Mais ce qui est pertinent, c'est que ça décrivait la mère. Et donc, moi, j'ai envoyé la carte du ciel du jour, etc. Je l'ai appelé ça météo astrologique du jour. Et j'ai dit telle mère, telle fille. Mais c'est parce que, tu vois-tu à quel point tout est déjà prédestiné, comme un peu? C'est ça Alors, qui est beau. Ma chère Suzy, tu m'emmerdes parce que tu as toujours des remarques tellement pertinentes que c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que avec ce double zodiaque, on va comprendre que l'influence des astres fait que on est, comment dirais-je, infiniment petit devant l'infiniment grand, mais qu'en même temps, ce double zodiaque, il nous apporte les réponses qui nous manquaient pour toute notre existence depuis des millénaires. Ouais. Donc, c'est pour ça que ta réflexion était pertinente, Suzy, parce que le jour où les gens vont prendre conscience de la pertinence de tout ça, qui vont découvrir combien on est tout petit face à l'univers et qu'il faut se départir de toutes les influences néfastes qu'on peut avoir dans le monde, c'est-à-dire les religions, ça va être un changement qui va toucher tous les niveaux de la société. Et comme je l'explique dans le livre, pour ça que j'ai pris la carte de Michel Onfray. Michel Onfray a écrit un livre là-dessus, justement, où il explique que chaque être humain est endoctriné en fonction des religions, des machins, etc. Et que toute la société est endoctrinée. Le système de justice est endoctriné par les religions. La médecine est endoctrinée par les religions. Il suffit de penser simplement à la réincarnation. Quand on voit... là, j'ai une cliente demain, j'ai regardé sa carte du ciel. Et la femme, elle me dit, mon mari s'est suicidé en me donnant la date du suicide. Eh bien, j'ai regardé dans la carte, puis on voit le karma avec une grande précision. C'est fou, tout est là. Et donc, c'est un miracle pour moi, cette astrologie. Et donc, c'est pour ça que, pour en revenir à Michel Onfray, c'est que même les systèmes de justice qu'on a sur Terre sont calqués sur les doctrines qui nous encadrent. Et donc, c'est pour ça que dans Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsch, il explique dans son 3e tome, il me semble, que sur d'autres planètes, parce qu'il va très loin dans ses explications, sur d'autres planètes, eh bien, il n'y a pas ni de prison, ni de ministère de la Justice, rien, parce que chaque être humain est conscient de sa relation avec l'univers. Ça devrait être comme ça, c'est ça l'affaire. Mais on n'est pas rendu là, mais on y va tranquillement. On y travaille. On y travaille. Écoute, merci énormément. Merci d'avoir pris le temps. On a refait cette 5e vidéo-là des cours gratuits. Prenez le temps d'écouter, achetez le livre, peut-être vous informer pour le logiciel. On va tout mettre en branle pour que vous puissiez avoir toutes les informations disponibles. Une petite chose qui est importante sur ce que tu viens de dire encore, Suzy, c'est que le livre ne se vendra que par le fait d'en parler. C'est-à-dire que si chaque personne qui le trouve est capable de découvrir la pertinence de ce livre-là, eh bien, quel soit notre premier représentant sur Terre pour nous aider à diffuser cette philosophie, cette spiritualité, cette nouvelle astrologie. Et on a un groupe Facebook. J'allais te dire, on a fait de la télépathie. Oui. Oui, c'est ça. On a un groupe Facebook. Alors, pour ceux et celles, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ils ont des questions. C'est pas un groupe pour faire des consultations ou des choses comme ça, mais de partager, hey, j'ai vu cette puce-là, j'ai une question générale, etc. Au détail près qu'on n'analyse pas les cartes du ciel pour les gens. Dans la page si les gens nous donnent leur coordonnées naissance pour qu'on analyse, qu'ils oublient ça. Okay, mais parler de ce qu'on trouve dans le livre, faire des commentaires ou des questions, on est vraiment là pour ça. Dans la mesure où c'est des questions qui intéressent tout le monde, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Puis les cours vont probablement être diffusés aussi sur ce groupe-là. Donc, c'est un groupe d'échange pour poser vos questions puis échanger. Parfait.
Parfait. En tout cas, merci Suzy. Merci à vous. Tu fais un travail extraordinaire. Oui. Oui, mais je trouve qu'on a une belle collaboration ensemble. J'adore travailler avec vous autres. C'est toujours, j'en apprends tous les jours. Alors, merci énormément. Partagez la vidéo et on se retrouve bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Salut.